Apple, Samsung, Google, de nos jours, il y a des marques auxquelles on pourrait faire confiance pour tout et n'importe quoi dans le monde tech. On n'est pas forcément des fans de leurs produits, mais on est forcé de constater qu'ils sont actuellement les rois de ce monde dans le domaine technologique, qu'ils sont gros, même très gros. Apple, par exemple, c'est une capitalisation boursière qui frôle les 3000 milliards de dollars. C'est des valeurs tellement débiles qu'en vrai, c'est impossible de les imaginer. Mais pour autant, ça n'a pas été eux les rois depuis le début de l'ère technologique. Il y a des sociétés dont on se moque aujourd'hui, qui étaient pourtant indétrônables il y a 20 ans, voire moins. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour dans le passé qui risque de faire peur quant au futur d'énormément de sociétés. Salut, c'est Léo de la chaîne TechBaker et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui effraie énormément de gens, hein, mais pas TCL qui sponsorise cette vidéo et qui vient d'annoncer ses toutes dernières innovations. En effet, la marque vient d'annoncer énormément de nouveaux produits le 29 août 2023 avec comme annonce phare une télévision 4K de 98 pouces. Ça représente littéralement 248 cm de diagonale. Avec ça, vous pourrez vous mettre à 10 mètres de votre téloche et avoir toujours l'impression d'être le nez dedans. J'espère que vous avez un mur assez large pour pouvoir la placer. Elle profite de la technologie QD Mini LED, ce qui permet d'avoir une image encore plus folle avec plus de 5000 zones de rétroéclairage local et une luminosité maximale de plus de 5000 nits, rendant l'image encore plus vivante que ce que vous avez l'habitude de voir, que ce soit de grands films d'auteur ou des TikTok, je juge pas. De toute façon, vous aurez accès à toutes les applications possibles grâce à Google TV et profiterez d'un son premium à l'aide de la technologie Dolby Atmos Flex Connect, permettant de vous immerger auditivement dans votre image. En effet, grâce à ce dispositif, il y a moyen de combiner les haut-parleurs du téléviseur avec des appareils audio externes et ainsi avoir une installation de fou furieux sans aucun compromis. Le tout est équipé d'une puce 6 cristal mini LED, ce qui permet une émission de lumière plus homogène avec ça et une augmentation de 27,5% de la luminosité et une amélioration de l'efficacité énergétique de 30,2%. Il y a plusieurs modèles différents pour des usages et des budgets qui le sont tout autant. J'imagine que tout le monde n'a pas un mur gigantesque pour pouvoir y placer une télévision de 98 pouces. Force à vous les Parisiens. Et ils ont aussi d'autres innovations comme les produits Nextpaper qui se veulent le plus possible ressemblant à ce que donneraient de vraies feuilles de papier pour ainsi améliorer la qualité visuelle tout en arrêtant de vous ruiner les yeux à cause du fort taux de lumière bleue que nous avons habituellement sur ce genre d'appareil. Et la techno est disponible sur ordinateur, tablette et maintenant smartphone car c'est une gamme à part entière. Ils ont même présenté les Ray Neo X2, des lunettes de réalité augmentée pour ainsi enfin avoir une interface à la vraie vie. Grâce à ça, vous aurez une vraie flèche pour vous indiquer où aller sur vos chemins avec une minimap, comme si vous étiez en train de jouer à un jeu triple open world ultra dirigiste. Les fans des jeux Ubisoft vont être ravis. Il y a même moyen d'avoir une traduction en direct qui s'affiche devant vos yeux quand une personne vous parle dans un dialecte que vous connaissez pas, comme si vous étiez dans une cinématique. Bon, en vrai, je trouve ça dingo, je kifferais avoir un HUD dans ma vie, genre si je pouvais voir des calories de tout ce que je mange et avoir un tableau récapitulatif de la journée, premier degré, je trouverais ça trop cool, mais je m'égare. TCL est donc présent dans énormément de secteurs et avec le lien en description, retrouvez les temps forts de la présentation pour ainsi voir tous leurs nouveaux produits et pour vous équiper pour le futur, car que ce soit de la télévision au frigo tout en passant par le climatiseur et sans oublier les machines à laver, ils font vraiment de tout. Bref, tout va de mieux pour eux, mais c'est clairement pas le cas de la première société dont on va parler, Yahoo! Comment parler de société déchue sans évoquer Yahoo, qui est littéralement le Google d'avant. Fondé en 1994, Yahoo et ses deux fondateurs ont un objectif, répertorier les sites internet qu'ils adorent. Bah oui, on a une époque où internet commence à peine à arriver, on est encore loin du web 2.0 accessible à tous, et à cette époque il fallait connaître les sites à l'avance pour ensuite taper directement leur URL dans notre barre d'adresse. Il y a donc un besoin qui se crée, pouvoir répertorier ces sites internet et donc pouvoir n'avoir en mémoire que le site qui permet de les répertorier, ce qui créerait un trafic fou, une page par défaut vers la toile numérique. Et bon Google n'existait pas, il fallait tout inventer. C'est donc cette année-là que Yahoo lance son moteur de recherche avec comme principal concurrent Lycos, une autre société déchue mais qui n'est pas tombée d'aussi haut. Bon, par contre, ça s'est pas appelé Yahoo de suite, mais seulement un an après, car là-bas c'était le guide de Jerry et David pour aller sur l'internet. Tu parles d'un nom de site, tu sens qu'ils ne sortaient pas d'école de communication. À partir de là, Yahoo explose et devient l'une des sociétés les plus importantes du web, aux côtés d'Amazon, eBay ou encore AOL. On en reparlera d'eux d'ailleurs. Malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvais choix faits par cette société, la pire étant d'avoir refusé d'acheter Google. Et oui, à cette époque, Google ce sont des petits rigolos, ils ont pas fait grand chose, ils commencent à peine à arriver sur le marché, c'est des nerds qui ont fait un serveur avec des Lego dans leur garage, ils ont juste envie de s'amuser, de faire un peu de sous. C'est donc en 1998 que Google propose à Yahoo d'être racheté pour une somme dérisoire à un pauvre $1 000 000. Vous imaginez à quel point ça aurait changé le monde dans lequel nous vivons actuellement ce rachat? On ne parlerait pas de GAFAM mais de YAFAM. C'est, je pense ici, la décision la plus catastrophique faite dans le monde numérique et c'est ici que tout s'est joué. Par la suite, Google a grossi après le refus de Yahoo et donc
donc ces derniers ont regretté leur décision et s'est mis à racheter des sociétés à tire-larigot mais qui pour le coup ont flop, comme par exemple GeoCities, un service d'hébergement web acheté pour la somme folle de 3,57 milliards de dollars. Et ça en 1999. Et bon bah ce nom ne vous dit rien car vraiment ça n'a pas marché du tout. Et ça pour seulement 3570 fois le prix que Google avait proposé. C'est délirant rien qu'à y repenser. Le temps passe et Google prend de plus en plus de place sur le marché et écrase de plus en plus Yahoo qui devient daté et n'arrive pas à se transformer avec l'explosion du web 2.0. Google est considéré plus jeune et propose beaucoup plus de services intégrés comme YouTube, Gmail et tant d'autres qui sont très simples d'utilisation. Des failles passent de plus en plus, des fuites de données aussi et au final le chiffre d'affaires de Yahoo dégringole. En 2016, la société est vendue pour 4,8 pauvres milliards de dollars. Alors oui, ça peut paraître un sacré paquet d'argent, mais à son heure de gloire, on estimait la valeur de la société à plus de 100 milliards de dollars à son âge d'or. Sacré promo de 95%, on se croirait sur Steam. Et pourtant, Verizon, l'acquéreur, perdra de l'argent avec ce rachat. En effet, en 2021, Yahoo est revendu 3 fois rien à un groupe d'investissement Apollo Global pour seulement 5 milliards de dollars. Alors on peut se dire que c'est 200 millions de plus, mais en réalité c'était une offre groupée avec une autre société, AOL. D'ailleurs, magnifique transition, America Online. Et oui, AOL, ça veut dire ça. On avait beau l'avoir aussi en France, il y avait le nom du pays du burger dedans. Et elle, de son côté, a été revendue en package comme un DLC à Yahoo tellement c'était la S, et rachetée aussi par Verizon en 2015 pour 4,4 milliards de dollars. Pourtant, si vous avez à peu près mon âge, voire un peu plus, vous connaissez forcément cette marque car elle hantait vos boîtes de céréales. La bonne époque où on avait des jeux complets dans les Coco Pops avec des bangers comme Marine Malice 2 et le mystère de l'Écolanté ou encore Spy Fox et l'opération Céréales Sec. Du vrai gaming de gros gamers. Et bien dans ces boîtes de céréales, il y avait aussi très souvent un CD pour pouvoir profiter d'une offre exceptionnelle, 20 heures d'essai gratuit, un tout nouveau truc, l'internet. Et ces CD de mort on en voyait partout, hein. Dans les céréales, dans les magazines, des fois dans sa boîte aux lettres comme ça. À une époque, 50% des CD qui existaient sur la Terre étaient un CD avec le logo AOL. Un CD sur 2 sur la planète entière. Vous vous rendez compte un peu de la dinguerie? Je vous invite à aller voir la très bonne vidéo de Sylvain sur le sujet qui a pu parler plus en détail des CD dans nos boîtes de céréales et donc de ceux d'AOL. Mais c'est quoi cette société et pourquoi elle n'existe plus aujourd'hui? Pour le coup, on est sur encore plus vieux, en 1985, et dès le début on est sur un fournisseur d'accès internet à la base affilié à Time Warner, l'un des gros noms dans ce milieu aux États-Unis. Très vite, la branche AOL France arrive pour s'occuper de notre hexagone et ça cartonne, car nous avons un retard de fou sur ce secteur, avec l'investissement massif sur l'un de ses concurrents, le Minitel, qui a été une grosse réussite au début, mais qui s'est très vite retrouvé totalement obsolète avec l'arrivée d'Internet. Bah, il n'y avait pas encore beaucoup d'entreprises françaises positionnées là-dessus, et c'est Vivendi qui mettra beaucoup de sous dans cette filiale d'AOL pour conquérir l'Internet français. Malheureusement, la société se reposera beaucoup sur ses lauriers et ne sera clairement plus aussi compétitive sur l'accès à Internet rapide avec la DSL, se faisant dépasser par les acteurs que nous connaissons aujourd'hui, avec la sainte trinité des opérateurs, puis Free quelques années après. AOL se concentrera donc sur ses activités aux États-Unis, se retirant peu à peu du reste du globe, et finira par vendre en 2006 son activité de fournisseur d'accès à Internet à 9 CGTEL. D'ailleurs, j'adorerais aussi faire une vidéo sur les sociétés tech déchues mais françaises. Genre, vous vous rappelez d'Alice avec son slogan insupportable là? Eh bien, je me dis qu'on a de quoi faire aussi. Je vous laisse me dire si ça vous botterait et vous abonner tout en mettant la cloche pour ne pas rater ça. Ça reste gratuit. Pour finir avec AOL, ils partiront complètement de France en 2010 et deviendront aussi de plus en plus oubliables dans leur pays d'origine, rejoignant donc Yahoo dans les tréfonds. D'ailleurs, depuis 2018, le site AOL France redirige vers Yahoo, c'est pour dire. Il est loin le temps où on se baladait sur le web grâce à AOL sur son petit BlackBerry. D'ailleurs, BlackBerry, une marque de smartphone à l'ancienne et qui était un réel concurrent en termes d'OS à iOS et Android. Et oui, on a une époque où la bagarre des systèmes d'exploitation fait rage avec tout le monde qui essaie de se faire une place. Par exemple, il y avait aussi Microsoft avec Windows Mobile. Et bon bah vous savez que ça existe plus ça je pense, hein. Mais beaucoup ont oublié que BlackBerry avait aussi le sien, BlackBerry OS. Le but de la marque était d'être énormément différent du reste, avec aussi une autre singularité, le clavier physique sur leur smartphone. Alors oui, en termes de confort de saisie par rapport à un clavier tactile, c'est devant à des années-lumière, hein. Surtout si on parle du tactile de l'époque qui était quand même nettement moins précis, sans compter qu'il n'y avait même pas encore de retour haptique. Mais en termes d'ergonomie du smartphone dans son ensemble, c'est catastrophique. En effet, cela nous permet d'avoir qu'un écran minuscule vu que le clavier sera toujours présent sur la moitié de l'écran. Couplé à ça un OS que les développeurs bootent car concentré sur iOS et Android, bah ça manque d'applications adaptées à cette taille d'écran ridicule, rendant donc l'expérience désagréable que ce soit côté matériel ou logiciel. Le début du smartphone a été un enfer pour eux, alors qu'à l'époque des vieux T9, bah c'était un peu plus logique car tous les téléphones avaient un clavier de 9 touches et un petit écran de base, donc là ils se démarquaient clairement. Le dernier aveu d'échec, ça aurait été de sortir le Priv en 2015, qui sort le premier appareil BlackBerry sous Android, et en 2016, la marque annonce arrêter ses smartphones avec son propre système d'exploitation, avec une autre annonce en 2022 de la fin de maintenance de BlackBerry OS. Par contre, ce qu'ils n'ont jamais lâché, c'est ce fameux clavier, hein, car oui, même le Priv en a un, et seulement très peu de modèles en seront dépourvus, et je peux comprendre ce parti pris, c'est un peu l'identité de la marque. C'est comme les manettes PlayStation qui sont ergonomiquement moins intéressantes que les manettes Xbox, mais qui sont une identité à part entière et qu'ils sont oubliés
obligés de garder. Depuis 2018 d'ailleurs, il n'y aura plus de smartphone de leur part malheureusement. Bon, le prochain en sort encore, mais c'est pas glorieux non plus, hein. Nokia. Je ne me voyais pas ne pas parler de Nokia après avoir parlé de BlackBerry qui était aussi un des pionniers du monde du smartphone mais malheureusement complètement déchu de nos jours. À une époque avant le smartphone, ils étaient là à avoir le marché entier dans la main en étant le premier vendeur de téléphone de 1998 à 2011 et ça sans jamais donner sa première place. Mais ils se sont vite fait doubler à cause de l'expansion du téléphone intelligent et surtout un choix désastreux, l'alliance avec Microsoft pour proposer les Nokia Lumia avec Windows Mobile, qui sera un four total. Ce qui est étonnant, c'est que pourtant cette société a su s'adapter au fil des âges, mais pas celui du smartphone, car oui, Nokia ça existe depuis 1865. La société a plus de 150 ans, rendez-vous compte. Bon, c'était pas encore des smartphones, hein, mais de la production de papier. Cela a évolué vers le caoutchouc, puis enfin l'électronique dans les années 60, avec les téléviseurs par exemple. Et bon bah, son âge d'or, c'est les téléphones où ils ont tout explosé. En même temps, en vue de la solidité du Nokia 3310, il n'avait qu'à en lancer sur les bâtiments des concurrents pour les faire exploser. Perso, j'ai eu un Nokia 5300 quand j'étais plus jeune et je dégommais tout mon forfait bloqué dans des jeux nuls à jouer dessus, vu que j'avais pas d'amis donc personne à appeler. Malheureusement, c'est la transition vers les smartphones qui leur a fait du mal, mais pas vraiment à cause d'eux. Avec la prolifération d'Apple et son système propriétaire pour les iPhones, ce fameux iOS, bah peu de gens font vraiment confiance à Android qui était plus ouvert. Et d'ailleurs à cette époque, c'était assez commun de faire son propre système ou de complètement surplomber de surcouche l'Android qu'on connaît tous. Certains se rappelleront de TouchWiz chez Samsung. Désolé d'ailleurs si vous avez aussi dû le subir de votre côté. C'est donc ici qu'un partenariat est fait avec l'ancien dirigeant de Microsoft et bah c'est le début des embrouilles. En 2009 et 2010, l'entreprise supprime énormément de postes et en 2011, il lance les Nokia Lumia qui les achèvera, leur faisant perdre leur place de numéro 1 du téléphone mobile au même moment. La symbolique est vraiment forte. En 2012, c'est 10 000 autres emplois qui sont supprimés et il n'aura fallu attendre que 3 ans pour qu'il se décide à enfin passer à Android avec la gamme X. Mais c'était trop tard en 2014. De nos jours, Nokia est encore très présent sur plein de secteurs, notamment le déploiement réseau. Mais en termes de produits, bah y a plus grand chose. C'est toujours une renommée dans le monde professionnel B2B, mais dans le grand public B2C, plus du tout, même si parfois ils ressortent de vieux produits pour la nostalgie de certains. Nokia mériterait une vidéo entière tellement il y a de choses à dire et tellement c'était un mastodonte, même encore aujourd'hui, donc parlons d'une plus petite société qui pourtant faisait aussi énormément parler d'elle, Beats by Dre. Eux, pour le coup, je trouve ça super intéressant car on voyait cette marque absolument partout il y a 10 ans. C'était même un des produits tech qui marchait le mieux en termes de vues pour les youtubeurs tech. Et depuis quelques années, plus rien du tout. Créée en 2006, la société a dû se chercher assez longtemps et a même appartenu à HTC fut un temps, avant d'être rapidement revendue à Beats eux-mêmes car pas assez rentable. Pourtant, on a commencé à en voir partout dans les années 2010 avec l'explosion du smartphone, alors qu'en vrai, bah c'était un peu nul, hein. On voyait souvent des vidéos de gens qui démontaient les produits et qui montraient que ça ne valait pas le prix auquel c'était vendu, car on voyait souvent les casques à des prix de fou et les gens n'étaient pas habitués à ça. Ok, aujourd'hui ça coûte 400 balles un casque haut de gamme, mais à l'époque pas du tout. Le truc c'est que les casques Beats by Dre étaient devenus un objet social pour montrer qu'on avait des sous et qu'on pesait, ce qui a fait exploser le nombre de contrefaçons de produits aussi, hein. Et vu que le produit de base n'était pas fou techniquement, bah la contrefaçon n'était finalement pas vraiment pire, c'était l'avantage. Ce qui a énormément porté la marque, c'est déjà un de ses fondateurs, hein, Dr Dre, mais aussi les nombreux partenariats avec les stars de l'époque, puis son service de streaming que nous n'avons pas connu dans notre hexagone. En 2014, c'est la consécration, Beats est racheté par nul autre qu'Apple, et depuis, bah plus rien. En effet, le but était de récupérer le service de streaming musical pour ainsi créer Apple Music. Donc déjà ici le soft a été détruit, mais en plus côté son, bah Apple a déjà ses écouteurs et aura prochainement son casque, les AirPods Max. C'est donc à partir de ce moment-là que la marque se fera extrêmement discrète et sortira de moins en moins de casques et d'écouteurs. Et c'est assez logique, car une fois racheté par Apple, le but est de faire en sorte de transformer ses utilisateurs en clients Apple. Et donc faire des produits concurrents aux leurs, ça n'a pas trop d'intérêt sur le moment. Acheter une société pour la faire crever, c'est assez courant dans le milieu. Et pourtant en 2023, eh bien ils sont revenus en grande pompe avec les Beats Studio Plus, des nouveaux écouteurs qui sont un update de ceux sortis en 2021, mais surtout un nouveau casque audio, le Beats Studio Pro, quand le dernier était sorti en 2017, soit il y a 6 ans quand même. Et en vrai, bah le casque est une sacrée bombe, rien à voir avec ce qui sortait avant. Il doit jouer, c'est que de nos jours les gens savent à peu près ce qu'ils achètent en audio, avec des marques comme Bose et Sony qui ont réussi à faire maturer le marché. Et vendre des casques juste avec un nom ne doit plus trop fonctionner, surtout à une époque où les gens font un peu plus gaffe à ce qu'ils achètent, hein. Mais clairement ils peuvent rivaliser avec le casque de Sony, celui qu'un nom barbare là, le WH-1000XM5. Par contre l'avantage c'est que vu que c'est un produit Apple, bah ça se conforme vachement mieux à l'écosystème à la pomme si vous êtes coincé dedans, et donc vous avez un casque avec une superbe qualité sans pour autant avoir à subir les prix hallucinants du AirPod Max. Mais ouais, s'il y a bien un retour qu'on n'attendait vraiment pas, c'est bien celui-là. Avec ce casque, vous jouerez dans des conditions folles au jeu du prochain dont on va parler, Sega.
Eux aussi continuent de vivre, mais ne sont clairement plus à la même échelle qu'à une certaine époque. Le papa de Sonic, qui est clairement une mascotte vachement plus stylée que Mario, ça on ne peut pas le nier, et c'est clairement pas la tête de mon feed TikTok qui dira le contraire, était à une époque un acteur majeur du jeu vidéo, en proposant carrément des consoles. La guerre entre Nintendo et Sega c'était la folie, le rouge contre le bleu, la NES contre la Master System, la SNES contre la Mega Drive. Et après, c'est devenu un peu le four, En effet, la marque a eu du mal à se renouveler, et avec le nouvel acteur du milieu, Sony, beaucoup de joueurs se mettent à décider à partir côté Nintendo ou côté Sony, laissant Sega à l'arrière car il n'était de base plus au même niveau que son frère nippon. Ce qui est fou, c'est que Sony existe à cause de Nintendo qui leur a mis un scud à l'époque au passage au CD alors qu'il devait être en partenariat, et je pense que Sega est devenu un dégât collatéral à tout ce bazar. Et oui, il y a aussi un monde où Sony n'existe pas et n'est là qu'à faire le lecteur CD pour les consoles Nintendo. J'avais déjà pu en parler par le passé sur ma vidéo des pires fails de console et de la Philips CDI que je vous invite à aller voir au revoir avec l'affiche en haut à droite. Mais ouais, c'est fou de se dire que l'état de notre monde se joue vraiment pas à grand chose. C'est à partir de là que tout dégringole. La Saturn sortie en 1994 sera un four, surtout en Europe avec un arrêt de production seulement 4 ans plus tard, et la Dreamcast sera son tombeau. Malgré des add-ons de consoles dans tous les sens, comme le Mega CD ou encore le 32X, beaucoup de mauvais choix ont été faits à un moment crucial de l'explosion des consoles de salon. Les gens ont pris l'habitude de partir sur du Sony ou du Nintendo, ce qui n'arrangera absolument pas les affaires de Sega qui arrêtera de faire des consoles à partir de là, les mettant donc au second plan, à proposer quelques jeux par-ci par-là et en éditer d'autres. Alors bien sûr, beaucoup vont me dire que toutes ces sociétés existent encore et ne sont pas finito, mais si on les compare à leur âge d'or, ils en sont très loin. Pour les derniers par exemple, Sega à une époque c'était aussi puissant que Nintendo ou Sony ou presque. Aujourd'hui ça l'est autant qu'un éditeur tiers à la Electronic Arts ou Activision. C'est très schématisé mais vous voyez l'idée, et Sega c'était aussi plein d'autres trucs comme les bornes d'arcade avec ses gigantesques tours au Japon, et qui ont aussi fermé de nos jours avec une revente de 85% des parts en 2021 à Agenda. Bref, il y a eu un sacré coup dur, mais la marque arrive quand même encore aujourd'hui à proposer des trucs sympas genre Sonic Frontiers et son OST au top, mais oui c'est clairement pas le même level. Peut-être qu'un jour ils arriveront à retourner à leur époque d'or, on sait jamais. C'est quoi pour vous la société qui était maître du monde quand vous étiez jeune et qui a disparu aujourd'hui? Je suis sûr que vous avez tous une histoire à raconter sur une marque qui vous a marqué et qui a disparu aujourd'hui. C'est pas obligé d'être un truc tech si vous voulez, genre si vous me parlez du Coca-Cola, que ça me va aussi. Ce qui me va encore plus, c'est si vous cliquez sur une des vidéos qui viennent d'apparaître sur votre écran pour voir un autre de mes contenus. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!